Laurent Alexandre, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Nous commençons toujours cette émission par une citation. Et pour vous, j'ai choisi Pasteur. Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette citation? Bien d'abord qu'au XIXe et au XXe siècle, beaucoup de savants athées et libres penseurs l'ont caché. Darwin a mis des années avant d'admettre qu'il ne croyait pas en Dieu, d'abord pour ne pas fâcher sa femme qui était très croyante, et puis parce que c'était assez mal vu. De la même façon, Einstein a fait croire qu'il croyait en Dieu quand il a parlé d'un grand architecte, et à la fin de sa vie, un journaliste qui lui demandait de décrypter cette phrase sur le grand architecte, il a dit Oh, mais ça leur faisait tellement plaisir de croire que je croyais en Dieu que je n'ai pas résisté à l'envie de leur faire plaisir. » Donc, je ne suis pas sûr que les déclarations des savants du passé sur Dieu soient sincères. Vous-même, vous croyez en Dieu, Laurent Alexandre? Non, je suis athée depuis que je suis adolescent. Est-ce que le complotisme, à vos yeux, n'est pas une nouvelle forme de religion? Et comment vous le définiriez, le complotisme? Le complotisme, c'est un sujet très ancien et qui va nous occuper beaucoup dans le futur. Donc c'est une des préoccupations politiques majeures du XXIe siècle. Le renforcement du complotisme aujourd'hui, il s'explique par une dynamique finalement assez simple. La technologie a créé un monde extrêmement complexe qui est difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Le monde du passé était plus simple à comprendre, beaucoup moins technologique. Par exemple, l'histoire était à la portée de tout le monde. La Genèse est compréhensible par 99% des Français du passé. Le Big Bang et son astrophysique, pour le début de l'histoire de notre univers et donc de l'humanité, c'est compréhensible par un Français sur 100. Donc la science a créé un monde beaucoup plus complexe qui n'est pas compréhensible pour la totalité de la population. Or, les gens ont besoin de donner du sens. Et la mort progressive de Dieu a effacé le sens religieux, transcendantal, providentialiste de l'histoire. Donc les gens se raccrochent à de nouvelles histoires. Et le plus simple pour comprendre un monde compliqué, c'est le complotisme. On a parlé à propos du complotisme de l'opium du peuple. Un célèbre français anticomplotiste a même fait un livre sur ce sujet-là. C'est un peu vrai. Dans un monde très compliqué, si on ne fait pas de pédagogie pour expliquer la complexité du monde à tout le monde, eh bien, beaucoup de gens vont se raccrocher à des explications magiques, rigolotes, simples, mais fausses. Est-ce que votre religion à vous, ce n'est pas le progrès de la science? Non, moi je ne suis pas un transhumaniste qui croit que la science rend le monde meilleur. Homo Deus, l'homme-dieu, est né dans les années 40, avec la bombe atomique. La découverte que le code génétique était lié à l'ADN en 1944, les missiles, les fusées, les V1, V2, 44, l'invention du transistor en 1947, le dépassement du mur du son par un avion en 1947 également. C'est là que toutes les technologies qui fondent l'homme-dieu que nous devenons sont nées. Les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique, le premier ordinateur est aussi de cette époque-là, et puis la cognitique, avec l'intelligence artificielle, qui est le fruit des travaux de Turing dans les années 40, mais également l'atome et l'espace. En réalité, Homo Deus est né dans les années 40 de la cristallisation de 6 technologies. Les nanos, les bio, l'info, la cognitique, et puis aussi l'atome et le spatial. Moi, je décris un monde où Homo Deus va se déployer, mais j'ai toujours dit qu'Homo Deus était immature, qu'il savait mal gérer ses folies, ses passions, ses délires, sa testostérone en un mot, et qu'un Homo Deus agressif et mu par ses passions peut potentiellement être dangereux pour la biosphère et pour lui-même, car il ne sait pour l'instant pas
se réguler. Ce qui caractérise fondamentalement notre époque, c'est l'immaturité de l'homme-dieu. L'immaturité de l'homme-dieu qui ne sait pas comment gérer ses pouvoirs démiurgiques. Donc, il n'y a pas de techno-béatitude chez moi. Je mesure très bien le retard que nous avons pris dans le dressage, le domptage de l'homme-dieu que nous devenons sur quelques décennies. Vous avez été la cible du documentaire Hold Up, l'une des cibles, avec des propos très durs à votre égard. Hitler ne dirait pas les choses moins directement, si mon souvenir est bon. Cela partait de propos que vous aviez tenus au sujet des dieux, des nouveaux dieux et des inutiles. Est-ce que vous pouvez expliquer ces propos? Est-ce que vous comprenez qu'ils aient pu choquer? Et puis, qu'est-ce que cela vous a fait d'être aussi violemment attaqué dans ce documentaire? Alors, je ne comprends pas que mes propos aient pu choquer, je comprends que la manipulation de mes propos ait pu choquer. Je fais une conférence à l'école polytechnique devant les jeunes ingénieurs et je leur dis, nous devons nous battre pour que ce que raconte Harari, des dieux et des inutiles, n'arrive pas. Puisqu'Harari décrit dans Homo Deus le monde du futur où il y a une petite élite, les dieux, qui maîtrisent les nouvelles technologies et qui dirigent un monde où il y a plein d'inutiles. Il appelle ça « gods unuseless », des dieux qui maîtrisent l'intelligence artificielle et des inutiles qui sont largués dans la société de demain. Et j'explique aux jeunes polytechniciens que nous devons collectivement tous nous battre pour éviter ce cauchemar politique. Et je leur dis, il faut créer des nouvelles technologies éducatives, il faut devenir prof, il faut devenir enseignant, il faut favoriser les vocations d'enseignants pour éviter le cauchemar d'Harari. On change l'ordre de mes phrases et on me fait dire des propos dans lesquels je me félicite des écarts intellectuels, alors que tous mes travaux, tous mes livres actuels tournent autour de la nécessité de moderniser l'école pour diminuer les écarts intellectuels qui sont, de mon point de vue, dramatiques dans une économie de la connaissance. Et donc, on me fait dire que je me félicite de ce que je combats au quotidien et au moment où j'explique aux jeunes polytechniciens qu'il faut créer des start-up dans le monde de l'éducation pour justement diminuer les inégalités intellectuelles qui, dans une économie de la science, dans une économie de la connaissance, comme nous sommes aujourd'hui, sont génératrices d'inégalités absolument intolérables. Donc, oui, Hold Up est un torchon complotiste dégoûtant qui a réuni la fine fleur des sectaires, la fine fleur des charlatans, la fine fleur des gens qui racontent mensonge sur mensonge et qui jadis n'auraient pas eu accès aux médias, mais qui aujourd'hui ont porte ouverte dans des médias comme François ou d'autres et racontent délire anti-scientifique sur délire anti-scientifique. Donc oui, Hold Up, c'est dégoûtant. Et franchement, de me faire passer pour un type qui est plus méchant qu'Hitler, alors que je défendais devant les jeunes ingénieurs la nécessité du combat pour réduire les inégalités intellectuelles et donc les inégalités sociales dans l'Europe du XXIe siècle, c'est franchement dégueulasse. Et ces gens sont dégoûtants. Alors, comment vous expliquez le succès de ce documentaire qui a été vu, je crois, au moins 6 millions de fois? Donc, voilà, cela répond à, je pense, une attente ou une angoisse des gens. Est-ce que c'est la mauvaise gestion gouvernementale? Est-ce que c'est peut-être tout simplement la peur? Voilà, comment expliquez-vous ce succès? Hold Up a été très bien construit. À la fois, on raconte que le Covid, c'est rien et ça n'est pas très important. Et en même temps, on explique que le Covid a été inventé et fabriqué pour tuer une large partie de l'humanité. Donc, on ramasse toutes les thèses. Ceux qui ne veulent pas être confinés parce que le Covid est une invention, et ceux qui ont peur du Covid qui est destiné à tuer l'humanité. Et donc, le spectre est extrêmement large. Hold Up, c'est un ramasse-tout idéologique. Hein, on a même une célèbre sociologue du CNRS qui, à la fin de Hold Up, explique que le Covid a été inventé par les capitalistes pour tuer les ouvriers qui ne sont maintenant plus nécessaires à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. Donc, ce discours est extraordinairement efficace, il est extraordinairement prenant, il a été très bien monté, et effectivement, quand on fait venir tous les médecins sectaires de la place, quand on fait venir tous les charlatans de la place et qu'ils racontent une jolie histoire avec une jolie prise de vue, on a un effet
extraordinaire. Et puis, les vrais scientifiques, les politiques, n'ont pas osé aller au charbon et rentrer dans l'art de ce documentaire, ils ont laissé faire. Et là, on voit la lâcheté d'une partie de la classe scientifique et des intellectuels. Ils n'ont pas attaqué Hold Up, ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire cette manipulation dégoûtante. Je pense que c'est une leçon. Dans le futur, il faut aller au combat. C'est-à-dire, les charlatans, les sectaires, les salauds, les pourris, les gens dégoûtants qui racontent n'importe quoi, il faut les combattre. Dans l'histoire des 150 dernières années, quand on a laissé les salauds manipuler l'opinion sans rien faire, ça nous a coûté extrêmement cher. Donc j'appelle à une prise de conscience et à un peu plus de courage, parce qu'on a été très peu à combattre Hold Up. Vous êtes un des tenants de la toute-puissance des nouvelles technologies. Est-ce que cela ne risque pas de nourrir une nouvelle forme de complotisme? Évidemment. Les nanobiotechnologies, la génétique, l'intelligence artificielle, toutes ces technologies, bien souvent invisibles et très difficiles à comprendre, sont un terreau incroyablement fertile pour le complotisme. Parce qu'elles sont invisibles et parce qu'elles génèrent un monde extrêmement complexe. Et puis pour une autre raison, c'est que le pouvoir dans ces technologies-là est extrêmement concentré dans quelques mains, en Chine et aux États-Unis. Ces technologies ne sont pas maîtrisées en Europe, donc les maîtres des nouvelles technologies, les maîtres et les concepteurs, les constructeurs d'Homo Deus, ils sont en Chine et en Californie, c'est-à-dire loin de notre vieille Europe. Donc tout cela va permettre le développement dans les décennies qui viennent des théories complotistes si on ne prend pas garde et si on ne les combat pas. Je suis personnellement affolé de voir comment celui que je considère comme le plus grand héros du XXIe siècle, Bill Gates, qui consacre 99% de son immense fortune et 100% de son temps à aller sauver les Asiatiques pauvres et les Africains pauvres des maladies, qui a déjà vacciné des centaines de millions de personnes, qui a déjà sauvé 10 millions de vies. Bill Gates, de le voir traité comme un criminel contre l'humanité. Sur les réseaux sociaux, 99% des posts sur Bill Gates le présentent comme un salaud qui tue les gens, qui vaccine les gens pour les tuer. C'est dégoûtant, mais ça a beaucoup de prise. Et dans certains médias, on voit la reprise de ces tests, de ces thèses. Donc on transforme un philanthrope qui se bat pour aider les plus pauvres, les plus humbles d'entre nous humains, en un ignoble salaud qui se mesure aux pourris du Troisième Reich. C'est dégoûtant, c'est totalement injuste pour Bill Gates et ça montre les dangers politiques auxquels nous allons être confrontés dans les années qui viennent. Donc là encore, si on ne va pas au combat et qu'on laisse les pourris raconter des horreurs complotistes, on va gagner. On va transformer l'opinion en un terreau politique pour n'importe quelle aventure extrémiste. Ces maîtres des nouvelles technologies, ils partagent la même idéologie? Et si oui, est-ce que cela vous inquiète? Globalement, ce sont des technoprogressistes. Si vous prenez Elon Musk et puis Jeff Bezos, tous les deux veulent conquérir le cosmos. Musk, Mars. Bezos, plus loin que Mars, puisqu'il a l'intention de créer des stations orbitales géantes. D'ailleurs, en tapant programme spatial de Jeff Bezos, Blue Origin, qui est le nom de sa société spatiale, on voit les projets qu'il a faits qui ressemblent énormément aux stations orbitales qu'on a dans certains films comme Elysium, avec des montagnes, des glaciers. Ça ressemble d'ailleurs, les projets de stations orbitales ressemblent beaucoup à la Suisse. Donc, on a là un intérêt très fort pour les technologies spatiales. On a, chez le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et les dirigeants de Google, un intérêt énorme pour les technologies médicales. C'est d'ailleurs pour ça que Google finance énormément de start-up médicales et a créé une société Calico qui est destinée à terme à nous rendre immortels, à tuer la mort. Donc on retrouve effectivement une idéologie qui est plutôt une idéologie progressiste, voire
une idéologie transhumaniste. D'ailleurs, une partie significative des géants de la technologie en Californie ont signé des accords pour être cryogénisés à leur mort. Beaucoup d'entre eux pensent que la cryogénie est une espèce d'ambulance vers le futur, permettant d'arriver vers les hôpitaux du futur, là où il sera possible de traiter la maladie qui les aura tués au XXIe siècle. Et ce désir d'immortalité, vous l'avez aussi, vous le partagez? Non, alors moi j'étais psychanalysé, donc j'accepte la mort, même si mon premier livre s'intitulait La mort de la mort, donc je suis résigné, je vais mourir. Libération fera un entrefilet peut-être de 3 lignes en expliquant Laurent Alexandre, l'auteur de La mort est mort, et en se moquant de façon posthume de moi, et j'assume ma mort, et je maintiens que je suis persuadé que l'humanité va chercher à vivre plus longtemps, que dans le futur, nous vivrons plus longtemps, ce qui posera de nouveaux problèmes, de nouvelles questions organisationnelles, politiques et philosophiques. Donc, je n'ai pas peur de la mort pour moi, et je l'accepte, même si je pense que le combat contre la mort ne fait que commencer, et que l'humanité, à brève ou lointaine échéance, euthanasiera la mort. Charles Gave explique que les diplômes, je le cite, sont le rempart des gens qui n'ont pas de personnalité. Alors, vous êtes bardé de diplômes, vous avez un certain caractère aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire? Et est-ce que vous pensez que les jeunes sont bien formés aujourd'hui dans les grandes écoles? Alors, j'aime bien Charles Gave, mais ce propos est d'une connerie insondable. Expliquer que tous les gens qui ont des diplômes sont des couilles molles, sans personnalité, est grotesque. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, est-ce que les gamins sont bien formés? Alors, à toute époque, on a considéré que les jeunes étaient nuls. D'ailleurs, du temps de Socrate et de Platon, on se lamentait du fait que la jeunesse athénienne avait beaucoup reculé. Et du temps de Louis XIV, on a plein d'écrits assez drôles où les gens expliquaient que la jeunesse n'était plus ce qu'elle était. Dans le monde d'après-guerre, on a aussi un certain nombre d'articles se lamentant du recul des valeurs chez les jeunes. Donc c'est un problème universel. Et je vous passe de ce qu'on disait de la jeunesse yéyé en 1960, quand les fans de Johnny Hallyday cassaient les fauteuils dans les salles de music hall. Donc on a toujours considéré que les jeunes étaient nuls. C'est une caractéristique de la vieillesse d'être un ramassis de vieux cons qui pensent que les jeunes sont des jeunes cons. Et moins bien qu'on était quand on était jeune. Je ne dirais pas ça. En revanche, il y a un problème de fond aujourd'hui pour la jeunesse, c'est que dans un pays comme la France, par opposition à ce qui a été choisi en Suisse, comme on a dévalorisé l'université pour donner des diplômes en chocolat à tout le monde, on crée une génération qui a des faux diplômes. Quand vous avez un bac+5 en sociologie, le seul truc que vous allez pouvoir faire, c'est d'être chauffeur Deliveroo, chauffeur Uber ou laveur de carreaux. Et ça crée effectivement beaucoup de désillusions. Le fait d'avoir fait faire des études conceptuelles à des gamins qui ne voulaient pas faire d'études conceptuelles ou qui n'en avaient pas les capacités conduit à une grande aigreur sociale. Le modèle suisse, où on a un tiers des gamins qui font des études générales et puis les autres vont en apprentissage, en étant très bien payés et dans des écoles d'apprentissage remarquables. Il n'y a qu'à voir l'école hôtelière de Lausanne, qui est absolument magnifique. Et les étudiants de la Sorbonne ou de Tolbiac aimeraient bien avoir d'aussi beaux locaux que l'école hôtelière de Lausanne, qui est magnifique, avec un campus qui a été réalisé par un des plus grands architectes de France. Eh bien, le modèle suisse est bien meilleur que notre modèle, mais en France, on a cru que la distribution de faux diplômes était une bonne solution, alors que c'était en fait une démagogie, et une démagogie qu'on va payer cher politiquement, parce que le pourcentage de jeunes qui se croyaient cadres et qui vont finir chez Uber ne va faire qu'augmenter, et le retour de bâton va être très violent. On vous a entendu très critique au sujet du mouvement des Gilets jaunes. On vous entend peut-être un peu moins sur la critique de l'élite. Emmanuel Todd parle de crétinisation des élites. Cette année, plusieurs livres sont sortis sur la sécession des élites,
aussi bien Michel Onfray qu'Éric Anseau, que Guillaume Bigot. Est-ce que tout de même ça ne dit pas quelque chose? Est-ce que l'élite actuelle est à la hauteur des enjeux de ce monde complexe que nous vivons? Vous voyez bien que vous êtes totalement ambivalent. D'un côté, on critique les élites prennent trop de responsabilités, elles ne créent pas assez de conventions citoyennes, et en même temps, on les accuse d'être responsables de tous les maux du monde. Il faut choisir. Soit les élites sont inutiles, elles ne font rien, et donc elles ne sont pas responsables des malheurs du monde, soit elles font tout. Mais si elles font tout, c'est beaucoup, et il faut les excuser de ne pas tout réussir. Donc, le lien fantasmatique entre peuple et élite, il est ancien. On a toujours accusé les élites d'être responsables de tous les maux de la société. Et dans une société qui va mal, dans une société où il y a beaucoup de conflits, dans une société qui se communautarise, on n'a pas fini de dire du mal des élites, mais ceux qui ne sont pas contents des élites, je leur propose de se présenter aux élections législatives et ils vont voir la difficulté de ce qu'est un arbitrage politique quand on est opposé à un corps social où il n'y a pas deux personnes qui ont la même vision du monde, la même vision de la façon dont il faut construire le futur. En cela, la politique est une grande, grande école de modestie depuis toujours et pour toujours. Alors, sur votre compte Twitter, vous vous dites admirer George Orwell, Raymond Aron, Fernand Braudel et Jacques Monod. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement pour quelles raisons ces gens vous inspirent? Aron, c'est mon grand inspirateur. C'est la liberté contre les utopies mortifères. On disait à Saint-Germain-des-Prés qu'il valait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Je pense juste le contraire. Aron s'opposait au goulag pendant que Sartre, manipulé par le KGB, qui lui avait mis une maîtresse russe entre les pattes, expliquait que la liberté de la presse était plus forte à Moscou qu'à Paris, ce qui est particulièrement ignoble pendant que les gens crevaient au goulag. Donc Aron, c'est la liberté, c'est l'humanisme. Pour moi, Aron, c'est le successeur d'Erasme, à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, qui défend une haute vision de l'homme, tout en restant lucide sur nos failles, nos passions, dont on parlait tout à l'heure. Monod, parce que c'est le premier qui a donné un débouché philosophique à l'évolution darwinienne et à nos connaissances sur la génétique. Notre solitude, liée à l'absence de Dieu, à l'absence de sens de l'univers, nous donne une responsabilité particulière, surtout ce que l'on ne peut pas exclure, si l'homme est la seule biologie pensante dans l'univers. Et aujourd'hui, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure. Peut-être que le destin de l'univers dépend tout entier dans les mains de l'humanité, parce que la vie semble très 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 rare dans l'univers. En tout cas, on n'en a pour l'instant vu aucune trace. Orwell, parce que, m'intéressant beaucoup à l'histoire, la manipulation de l'histoire qui est décrite dans Orwell est assez passionnante. D'ailleurs, dans mon dernier bouquin, Jouissez et jeunesse, je montre comment les écologistes ont inversé la logique du parti dans Orwell. Dans Orwell, le parti explique que le passé était horrible et que le présent est super, en manipulant toutes les statistiques et en réécrivant les journaux du passé. Les écologistes font le contraire. Ils font de l'Orwell à l'envers. Ils expliquent que le passé était merveilleux, avant la technologie, et que le monde d'aujourd'hui est absolument catastrophique. Et d'ailleurs, ils mentent sur la réalité historique. Par exemple, ils cachent le fait que l'air n'a jamais été aussi pur à Paris depuis 1000 ans, jamais, et que depuis 1950, la pollution de l'air a été divisée pour la plupart des polluants par un facteur 1000. L'air à Paris est 1000 fois moins pollué que quand je suis né. Mais les écologistes le cachent parce qu'ils réécrivent l'histoire à des fins idéologiques. Ce ne sont pas les premiers à réécrire l'histoire, mais ils font de l'Orwell tous les matins, et l'opinion, hélas, est dupe, parce que l'opinion a une culture historique assez limitée. Et simplement, vous ne vous reconnaissez pas en revanche dans sa critique du libéralisme, j'imagine? Elle est très datée. Elle est d'après-guerre. Moi, je serais une synthèse entre Orwell et Aron.
et je crois que sans liberté économique, il n'y a pas de liberté politique. Alors, la liberté économique ne s'associe pas toujours, mais elle est, de mon point de vue, un préalable. Donc voilà mes grandes références. Et puis Braudel aussi, parce que Fernand Braudel, au travers de la longue durée, a décrit, a construit une histoire qui attache beaucoup d'importance à la multidisciplinarité entre la géographie, l'économie, les sciences humaines, et puis la technologie aussi, et puis à intégrer ça dans une vision de longue durée de l'aventure humaine qui aujourd'hui me paraît essentielle parce que du fait de l'apparition d'Homo Deus, il est plus urgent que jamais de réfléchir à l'humanité dans son ensemble, au passé, au présent et au futur, et il faut se servir de ce que les historiens nous apprennent sur notre aventure et sur le passé de notre aventure pour construire un avenir positif au moment où la technologie entraîne une mutation anthropologique, ontologique de ce qu'est l'homme. Je reviens à Jacques Monod, quand il décrit l'homme abandonné dans un univers indifférent, fruit du hasard lui-même. Il conclut, je crois, Le hasard et la nécessité, donc son grand ouvrage, à lui de choisir, à l'homme de choisir entre le royaume et les ténèbres. Quelle est votre vision du royaume? Qu'est-ce que vous imaginez dans un monde idéal si la technologie continue à progresser? Le monde idéal n'existe pas, mais en tout cas, ma conviction, c'est que les hommes ont inventé Dieu. Dieu n'existe pas, mais les hommes en ont inventé 5000. D'ailleurs, Dieu est l'une des plus grandes productions quantitatives de l'humanité. L'humanité a produit un nombre de dieux incroyable. Et là, je parle des monothéismes. Si on parle des polythéismes, on a inventé des centaines de milliers de dieux. Donc, en tant qu'athée, je mets les 5000 dieux actuels sur Terre sur un pied d'égalité. Dire ça énerve beaucoup les croyants, parce que les croyants croient qu'il existe un seul Dieu, le leur. Mais j'en suis bien conscient. Mais de mon point de vue, je me permets quand même de souligner la multiplicité et l'inventivité des croyants sur notre planète. Donc, je pense que nous avons inventé les dieux et que nous sommes en train de créer un dieu qui est Homo Deus. Et je vous ai dit tout à l'heure, l'inquiétude que j'ai devant le recul, le retard de notre réflexion philosophique et politique sur la conséquence de l'arrivée de pouvoir démiurgique dans nos mains. L'humanité doit être unie face aux technologies. On ne peut pas avoir un pays qui fait de l'eugénisme intellectuel pendant que les autres ne le font pas. Sinon, ceux qui ne le font pas verront leurs enfants devenir les larbins de ceux qui le feront. Si la Chine développe de l'eugénisme intellectuel et que l'Europe ne le fait pas, nos petits-enfants seront les larbins des Chinois de 2080. Et effectivement, le mandarin sera la première langue pour nos descendants et le français l'option langue régionale. Il y a une absence quasi totale de réflexion à moyen terme des conséquences de la rupture née dans les années 40 avec l'arrivée des technologies démiurgiques. Donc, je ne crois pas que Homo Deus, ça va être un long fleuve tranquille, bien au contraire, notamment dans la phase actuelle d'immaturité et d'absence de recul philosophique. Nous n'avons pas de philosophie adaptée à l'ère d'Homo Deus. Le monde est devenu très grand. Newton pensait que la Terre avait été créée il y a 6000 ans et il estimait que la parousie, le retour du Christ, allait arriver en 2050. Donc Newton, le plus grand savant du XVIIIe siècle avec Lavoisier, imaginait un monde qui avait en tout 7000 années. C'était un monde minuscule. Nous savons que le monde existe depuis 13 milliards d'années. Nous savons que l'univers a une durée de vie comprise entre 10 puissance 1000 années, 1 avec 1000 zéros, et 10 puissance 32 000 années, c'est-à-dire 1 avec 32 000 zéros derrière. Le monde est immense, le passé est immense, le futur est encore plus grand. Les technologies auxquelles nous avons accès vont nous permettre de nous modifier et de conquérir un pouvoir énorme sur la nature et sur l'espace.
et nous n'avons pas commencé à réfléchir. Elon Musk a créé il y a déjà quelques années Neuralink, cette société destinée à mettre des microprocesseurs dans nos cerveaux et le cerveau de nos enfants pour augmenter nos capacités cognitives et pour traiter des maladies du cerveau. La réflexion politique sur ces technologies de neuromodification est absente, alors que ça devrait être un des enjeux principaux, parce que ce qui fait notre humanité, notre dignité, c'est bien le fonctionnement de notre cerveau. Changer notre cerveau, c'est changer l'humanité. Vous avez toujours été un provocateur ou ça vous est venu? Moi, je ne suis pas un provocateur. Je suis quelqu'un de sincère. C'est-à-dire, je n'ai jamais fait de politique politicienne, quasiment. Donc, je dis ce que je pense. Il y a des tabous que j'ai accepté de casser, notamment sur l'école, parce que ces tabous me semblent contre-productifs. Ça fait des années que j'explique que l'école ne peut pas et ne sait pas réduire les inégalités intellectuelles et que c'est un immense problème politique. Bien sûr, le sujet est tabou et on voit la profondeur de ce tabou quand on regarde le fait que le ministère de l'Éducation nationale, et j'aime beaucoup Blanquer malgré ça, a caché l'échec du dédoublement de classes de CP, puisque le dédoublement des classes de CP, qui entraîne une augmentation de 70 à 80% du coût de scolarité des enfants, a entraîné une amélioration de 0,07 à 0,13 écart type pour des enfants qui sont à moins 3 écarts type. Les statisticiens apprécieront. On voit à quel point l'école ne sait pas réduire les inégalités intellectuelles dans le monde de 2020. Et ce n'est pas un problème spécifique à la France, on a la même chose dans les autres pays. Donc là, c'est un grand tabou parce que la doxa politique veut qu'il suffit de modifier un tout petit peu à la marge les programmes et mettre quelques heures supplémentaires de telle ou telle matière pour réduire les inégalités intellectuelles. Or, la réalité montre le contraire, ce qui va être un énorme problème dans le monde très complexe du futur dont nous parlions tout à l'heure. Dans les propos qui ont pu choquer ou être mal interprétés, des propos sur l'eugénisme. Et vous en êtes très bien défendu en rappelant d'abord que l'eugénisme était déjà pratiqué. Vous citez le cas des fœtus de personnes trisomiques qui sont avortés à 96%. Comment fixe-t-on les limites à cet eugénisme? Vous l'encouragez dans quelle mesure? Et voilà, qui devra fixer les bornes? Je n'ai bien évidemment pas la réponse à ces questions. Mais il est très injuste de me taxer d'eugénisme. D'abord parce que notre société est eugéniste, puisque, comme vous le savez, 96 à 97% des bébés trisomiques sont avortés en France. C'est-à-dire il n'y a qu'un bébé trisomique sur 30 qui survit au dépistage de la trisomie. Donc nous sommes dans cette société eugéniste, et moi, personnellement, familialement, je suis très dubitatif sur le traitement que nous faisons des bébés trisomiques. Et à titre personnel, avec ma femme, quand la question d'avoir éventuellement un enfant trisomique s'est posée lors de notre dernier bébé, eh bien, nous n'étions pas du tout convaincus l'un et l'autre que nous choisirions l'interruption médicale de grossesse si nous avions un bébé trisomique. Et il est probable, même la question ne s'est pas posée, ce n'était pas le cas, il est probable que nous aurions gardé avec ma femme un bébé trisomique. Je ne reproche à personne de choisir l'avortement en cas de bébé. Et puis, ma situation matérielle fait que c'est plus facile d'avoir un enfant handicapé quand on a beaucoup de facilités personnelles que quand on est dans un F2 et qu'on n'a pas d'argent pour payer des éducateurs, pour payer l'accompagnement de l'enfant, etc., etc. Il est plus facile à ma femme et à moi d'avoir un enfant qui a un souci qu'à quelqu'un dans une situation de précarité sociale forte, bien sûr. Donc je ne me permettrai pas de porter de jugement. Mais à titre personnel, l'accueil d'un enfant handicapé comme un trisomique 21 était quelque chose d'assez naturel dans mon propre couple. Donc de me traiter d'eugéniste est quand même un petit peu violent, parce que je fais partie des rares personnes capables d'accueillir et de garder un enfant trisomique dans la France d'aujourd'hui réelle. Donc je suis plutôt un anti-eugéniste.
En revanche, ce que j'ai dit, c'est que dans le futur, dans une société où 29 parents sur 30 acceptent la suppression d'un bébé trisomique, l'eugénisme positif, cette fois-ci, c'est-à-dire de choisir le meilleur embryon en éprouvette, sera encore plus facilement accepté parce que, excusez-moi d'être trivial, mais il est moins violent de choisir une éprouvette plutôt qu'une autre que d'avorter un bébé. Et comme vous le savez, l'interruption médicale de grossesse est autorisée jusqu'au 9e mois. Il n'y a pas de limite de temps en droit français. Donc, si nous acceptons l'eugénisme négatif comme nous le faisons aujourd'hui, nous accepterons de façon plus facile encore l'eugénisme positif. Alors, d'un point de vue social, j'ai toujours dit que je pense que la situation sociologique chinoise actuelle va se déployer progressivement dans les autres continents. Et si aujourd'hui, il n'y a que 13% des parents dans les sondages, des parents français dans les sondages internationaux, qui se disent favorables à utiliser les technologies génétiques pour augmenter les capacités intellectuelles de leurs enfants, on voit qu'en Chine, on est déjà à 50%. Donc il y a déjà des pays où la tentation eugéniste intellectuelle est très très forte. Est-ce que demain, les parents vont choisir le hasard génétique ou vont choisir des technologies génétiques de sélection embryonnaire? Ma conviction est que la plupart des parents, pour des raisons sociales, politiques et pour le bien-être de leurs enfants, choisiront les technologies génétiques d'augmentation intellectuelle. Je vois mal au nom de quoi les bobos français vont aller expliquer aux paysans tanzaniens de 2060 qu'il ne faut pas utiliser la sélection embryonnaire pour avoir un bébé qui va devenir étudiant à Harvard dans le futur et qu'il est beaucoup plus digne qu'il reste paysan pauvre en Tanzanie et qu'on n'augmente pas ses capacités intellectuelles. Ce discours des normaliens de gauche expliquant que l'intelligence doit être réservée à une poignée de gens sur la rive droite ou la rive gauche de Paris est intenable. Donc la gauche ne tiendra pas sur ce discours anti-eugéniste parce qu'il est dégueulasse d'imposer aux gens moins favorisés de ne pas augmenter les capacités cognitives de leurs enfants, ce qui permettrait accessoirement à ces 10 enfants de monter l'ascenseur social. Pour ce qui concerne la droite est aujourd'hui, notamment la droite nationaliste anti-eugéniste, mais elle va devenir eugéniste. Comment imaginer un nationalisme si on n'utilise pas les technologies et si on laisse la Chine ou la Corée de 2050 ou 2080 fabriquer des génies à la chaîne? Donc la gauche et la droite deviendront eugénistes intellectuels. La gauche parce qu'elle se rendra compte un jour que l'école est incapable de diminuer les inégalités intellectuelles et donc sociales. Et puis la droite se rendra compte que pour résister face à l'Asie, il vaut mieux avoir plus d'ingénieurs que de laveurs de carreaux, même si cette vision n'est pas politiquement correcte. On n'échappera pas à la crise Covid. Est-ce que vous vous êtes fait vacciner, Laurent Alexandre? Oui, je me suis fait vacciner. Et je vais être très sincère. Je suis pro-vaccin et j'ai défendu la vaccination. J'ai vu les essais cliniques sur le vaccin de Pfizer et le Moderna qui sont très bons. Il y a extrêmement peu d'effets secondaires. Il y a quelques effets secondaires chez les grands allergiques, mais il ne faut pas vacciner les grands allergiques. Et globalement, le vaccin est sûr. La technologie est magnifique. Et puis, les résultats sont excellents. 95%, c'est inespéré. On voit bien les résultats médiocres du vaccin à AstraZeneca. Donc, je me suis fait vacciner. Je me suis fait vacciner par le vaccin Pfizer à ARN messager, sans aucune appréhension. Avec d'autant moins d'appréhension que j'avais choisi personnellement de me faire vacciner quand il y aurait 10 millions de personnes vaccinées par les vaccins ARN. Je considère que le seuil de 10 millions est un seuil à partir duquel on n'a plus aucun doute. Quand on avait vacciné au vaccin Pfizer que 30 000 personnes dans les essais cliniques, on avait une quasi-certitude qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, mais on aurait pu voir arriver un effet secondaire tous les 100 000 personnes ou tous les millions de personnes. Quand on a dépassé 10 millions de personnes, aujourd'hui on arrive à 100 millions de personnes par les vaccins ARN, on est totalement rassuré. Et moi, j'avais fixé le seuil pour moi
en tant que citoyen et en tant que médecin, à 10 millions, je considérais qu'au-delà de 10 millions de vaccinés, on pouvait avoir une certitude que le vaccin était totalement sécure. Pour les gens qui sont plus jeunes que moi et qui ont un risque très faible de Covid, je considère que le seuil, on peut le mettre à 100 millions. Parce que il faut être certain quand on est jeune qu'il n'y a aucun effet secondaire, parce que le taux de mortalité au Covid est tellement faible que si le vaccin a des effets secondaires, même très rares, cela se discute vraiment d'être vacciné. Mais avec 100 millions de personnes vaccinées par les vaccins ARN et quasiment aucun effet secondaire, je considère aujourd'hui qu'il est licite de vacciner même les gens jeunes qui ont des taux très faibles de faire des Covid mortels ou des Covid longs. Cela dit, j'ai dans mon entourage des gens très jeunes, de moins de 30 ans, qui ont des Covid longs, et notamment qui n'ont pas récupéré le goût et qui mangent du carton-pâte, et quand ils boivent un très bon Bordeaux, ont l'impression de boire de l'eau de Javel. Et il ne faut pas sous-estimer les cas de jeunes qui ont quand même des Covid embêtants. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je conseille à tout le monde de se faire vacciner. Hélas, il n'y a pas de dose vaccinale du fait du plantage de la présidente de la Commission européenne. Mais je conseille, quand il y aura des doses, à tout le monde de se faire vacciner. Si possible, de se faire vacciner par un vaccin à ARN messager dont l'efficacité est très, très supérieure aux autres vaccins. Et je dis ça, je n'ai aucun conflit d'intérêt vis-à-vis d'aucun des fabricants de vaccins. Vous pouvez nous expliquer rapidement cette nouvelle technologie de l'ARN messager ? Les vaccins ARN messagers utilisent une technologie révolutionnaire où, au lieu d'injecter une particule virale, on injecte un morceau d'ARN messager. L'ARN messager, c'est l'intermédiaire entre l'ADN et la fabrication des protéines. Et donc l'ARN messager permet de faire fabriquer par les cellules une protéine de la paroi du virus, qui est le virus qui donne le Covid-19, ce qui entraîne une réaction immunitaire qui va protéger lors de l'arrivée du vrai virus. Cette technologie marche beaucoup mieux qu'on l'imaginait. Personne n'imaginait qu'il y a encore 1, 2, 3 ans que les vaccins à ARN messager seraient aussi révolutionnaires et modifieraient l'efficacité des vaccins à ce point-là. On pense d'ailleurs qu'une très large partie de l'industrie des vaccins va se diriger vers la voie de l'ARN messager qui permet de faire des vaccins avec peu d'effets secondaires très très vite et de réagir quand il y a l'arrivée de nouveaux virus. Donc c'est une révolution qui va modifier l'industrie du vaccin, mais aussi d'autres industries. On pense que cela va permettre de traiter certaines maladies génétiques, mais cécité génétique, maladies neurologiques génétiques, les myopathies aussi. Et puis, on a de grands espoirs en cancérologie. Ça devrait permettre d'accélérer la cancérologie personnalisée en fabriquant des vaccins personnels, c'est-à-dire de modifier les globules blancs de chaque individu pour qu'il attaque spécifiquement les cellules cancéreuses de l'individu. Un espèce de vaccin personnalisé qu'on peut espérer dans les 10-15 années qui viennent et qui probablement renforcerait très largement la lutte contre le cancer. Vous savez qu'aujourd'hui, on guérit 80% des enfants cancéreux, mais il y en a encore 20% qui meurent, et on guérit 55% des adultes cancéreux, mais il y a encore 45% des Français qui ont un cancer qui meurent. Et chaque jour, il y a 1000 cancéreux en France. Donc, trouver des solutions pour progressivement guérir tous les cancers est quelque chose d'essentiel. Donc, cette technologie, on est d'accord, il y avait des recherches autour avant la crise du Covid. Bien sûr. Moderna travaille depuis 10 ans sur l'ARN messager. Les actionnaires de Moderna avaient mis 5 milliards de dollars pour développer les recherches de Moderna il y a déjà 10 ans. C'est une voie ancienne, mais qu'on a réorientée vers les vaccins récemment. Les Israéliens ont vacciné, vous l'avez rappelé, 214 fois plus vite que la France. Les Anglais, en 3 jours, davantage de concitoyens que la France depuis le début de la campagne de vaccination. Comment est-ce qu'on explique cet échec, surtout après l'échec sur les masques, sur les tests? Pourquoi la France est-elle à nouveau à la traîne sur les vaccins? Alors, on a beaucoup critiqué la politique du gouvernement. Moi, je ne suis pas sévère. Je pense que Olivier Véran a géré bien cette crise. Et que je voudrais voir tous les donneurs de leçons au gouvernement. Tous les gens qui donnent des leçons tous les 4 matins, je voudrais les voir à la place de Véran. Je rappellerai juste que l'idole des Gilets jaunes
le professeur Raoult a commencé par dire qu'il n'y avait aucune chance que le Covid arrive en Europe, qu'il n'allait pas s'inquiéter pour 3 Chinois qui meurent, que il y avait un traitement très facile pour cette maladie qui allait faire moins de morts que les accidents de trottinette, que le vaccin ne marcherait jamais, qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, j'en passe et des meilleurs. Donc, il a été difficile de piloter cette crise alors que les gens racontaient n'importe quoi sur cette maladie et qu'on était dans un plein brouillard. Et je rappelle que tout le monde sait aujourd'hui que Raoult est fantasque, mais quand Raoult a commencé il y a 1 an à parler du Covid, on le prenait pour un expert du sujet. Et il a eu une influence majeure. Beaucoup de gens ont cru, et j'en fais partie, que le Covid ne toucherait pas l'Europe quand Raoult a expliqué qu'il n'y avait aucune chance que l'épidémie gagne l'Europe et que c'était moins grave que les accidents de trottinette. Donc, dans ce contexte d'il y a 1 an, où des gens respectés à l'époque, comme Raoult, expliquaient qu'il n'y avait aucun danger, le pilotage était très difficile. Il faut se remettre dans le brouillard de l'époque. Donc, pour moi, Véran a bien géré. Même si Véran a bien sûr fait des conneries, et face à un ennemi que l'on ne connaît pas, il est normal de faire des conneries. On a appris en marchant avec le virus. Mais aujourd'hui, la carence vaccinale, elle n'est pas liée à Véran. Elle est liée au fait que Macron a confié à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, la gestion des vaccins, et que l'Union européenne s'est plantée dans les négociations. Les patrons des laboratoires ont très bien dit que les gens de la Commission européenne sont partis en vacances de juin à septembre, qu'ils ont signé les contrats avec 3 mois de retard par rapport aux autres pays, comme Israël, les États-Unis et l'Angleterre. Il y a encore quelques semaines, on s'est vanté d'avoir acheté les doses moins chères que les autres pays. Sauf qu'il n'y avait pas d'engagement de les vendre, c'était des engagements conditionnels. Alors que Israël, l'Angleterre et les États-Unis avaient des achats fermes de vaccins. Donc on se retrouve dans la situation actuelle où les vaccinodromes européens sont vides, où les gens ne sont pas vaccinés. Alors il y a des gens qui, comme moi, ont la chance d'être vaccinés rapidement parce que je suis médecin actif et inscrit à l'ordre des médecins, mais la plupart des gens n'ont pas cette chance-là. Et la gestion de l'Union européenne est problématique pour 2 raisons. D'abord, le retard vaccinal lié à l'inconséquence de la Commission va se traduire par des dizaines de milliers de morts supplémentaires, par des faillites, par un confinement plus long, par une désespérance des jeunes qui vont rester cloîtrés plus longtemps que si on avait vacciné rapidement. On en a fait un article assez assassin avec mes amis Nicolas Bouzou et Olivier Babot dans Le Figaro il y a 1 semaine. Donc ça, c'est une première conséquence. Puis la deuxième conséquence, c'est qu'on donne du grain à moudre aux partisans du Frexit. Et en tant qu'Européen, je ne m'en félicite pas. On a vu des gens expliquer que oui, mais c'était normal parce que l'Angleterre était une navette rapide pendant que l'Union européenne était un tanker compliqué manœuvré par 27 personnes. C'est une publicité pour le Brexit que je trouve malencontreuse. Je pense que l'Europe doit cesser de se saborder et doit modifier sa gouvernance, mais c'est difficile parce qu'à sa tête, nous avons Ursula von der Leyen, dont la presse allemande a malicieusement rappelé la semaine dernière qu'elle avait 2 caractéristiques. Elle a planté à peu près tout ce qu'elle a fait quand elle était ministre en Allemagne, et elle a une incapacité congénitale, névrotique, psychiatrique, alors qu'elle est médecin, à reconnaître ses erreurs. Elle est dans la capacité totale, dans le déni de ses erreurs. Donc elle ne peut pas corriger le tir. Et c'est un peu embêtant d'avoir quelqu'un de psychiatriquement pathologique à la tête de la Commission européenne à un moment crucial pour l'avenir de l'Europe, compte tenu de toutes les aventures géopolitiques qui bousculent le monde. Mais tout de même, vous comprenez que les Français puissent être méfiants, voire sombrer dans le complotisme, quand Agnès Buzyn avoue qu'elle a averti le gouvernement des dangers liés à la crise du Covid, que personne ne l'a écouté, qu'on entend Olivier Véran avoir menti sur les masques. Je veux dire, on a les vidéos, il explique que les masques ne servent à rien, que le confinement est une catastrophe, c'était en février dernier, ou tout début mars dernier, qu'au contraire, si la grippe s'arrêtait au début du printemps, c'est justement que les gens recommençaient à sortir. Donc
Ce qu'on leur reproche, ce n'est pas d'avoir mal évalué une crise que personne ne pouvait correctement évaluer, mais d'avoir menti avec une assurance qu'on n'a pas retrouvée dans beaucoup d'autres pays. Alors, c'est pas vrai. Tout le monde s'est trompé partout. Avec cette même assurance? Tout le monde s'est trompé partout. Et Olivier Véran n'a pas menti. Il s'est trompé parce qu'on était dans le brouillard. La guerre contre le virus, hein, c'est du Clausewitz. C'est le brouillard de la guerre. A posteriori, il est facile de recréer l'histoire. Moi, je peux vous expliquer ce que Napoléon aurait dû faire quand il a lancé la campagne de Russie pour gagner. Et je peux vous expliquer ce qu'il fallait faire à Waterloo pour gagner la bataille. Oui, mais là, on a l'Allemagne, la Corée. A posteriori, l'Allemagne va avoir autant de morts que la France. Pour le moment, elle est encore très Non, en mais dessous. elle est en train de rattraper la France. Elle a plus de morts que la France. Donc, les deux dans le leçon doivent regarder franchement la situation qu'il y avait 1 an. De réécrire le combat aujourd'hui est facile. Mais à l'époque, on était dans un brouillard complet. Je le répète, c'est l'époque où on assurait au gouvernement, vu de Marseille, qu'il n'y aurait jamais d'épidémie. Donc ne réécrivons pas l'histoire. Nous avions celui qui se proclamait comme le leader mondial de la virologie, Raoult, qui expliquait qu'il n'y avait aucun danger. Il l'expliquait tous les jours dans des vidéos. Donc... mais le gouvernement aussi. On l'a cru, mais le gouvernement était face à une expertise immature, avec plein d'universitaires qui se sont trompés et qui ont manqué d'humilité. Il n'y a pas que Raoult qui a manqué d'humilité. Il n'y a pas que Raoult qui a eu une pastèque à la place, non pas un melon, mais une pastèque à la place de la tête. Donc, le gouvernement a fait ce qu'il a fait. Il a fait plein d'erreurs. Mais dans le brouillard, on fait plein d'erreurs de conduite. Donc, cessons de l'accabler. Donc, il y a eu une erreur fondamentale, c'est d'avoir fait confiance à la Commission européenne sur les achats de vaccins et de ne pas avoir surveillé que les gens travaillaient l'été dernier et qu'ils signent les contrats. Il aurait fallu une autre procédure. On a demandé l'avis des 27 à chaque étape. C'est délirant. Et ça a beaucoup retardé l'arrivée des vaccins. Donc aujourd'hui, il faut rectifier le tir. Et c'est d'autant plus urgent que nous risquons d'avoir le développement de plusieurs variants. Il va falloir sans doute adapter les vaccins, ce que la technologie ARM permet plus facilement. Donc il va falloir, hélas, probablement faire une 3e injection avec les nouveaux variants dans les mois qui viennent. Donc aujourd'hui, on ne va pas pleurer sur du lait renversé. Ce qui est important, c'est de préparer l'avenir. C'est-à-dire de préparer notre réaction face aux nouveaux mutants du variant qui se développent. Et on sait dès à présent que le virus sud-africain est peu sensible au vaccin AstraZeneca. On ne sait pas encore pour le Pfizer et le BioNTech. Et que le variant brésilien est probablement relativement résistant aussi au vaccin. Au moins au vaccin traditionnel. Donc aujourd'hui, il faut penser à l'avenir. Et il va falloir que l'Europe soit capable de négocier très vite pour avoir les vaccins contre les nouvelles souches. Justement, l'Institut Pasteur n'a pas finalement produit de vaccin. Comment vous l'expliquez? Comment corriger le tir à l'avenir? Arrêtons d'accabler ce pauvre Institut Pasteur, il est complètement paupérisé. Le budget annuel de Pasteur, c'est 300 millions. Moderna, cette petite start-up de Boston, dirigée par un Français, a eu 5 milliards pour mener ses recherches de la part de ses actionnaires. Oui, Pasteur, qui fait plein de choses et pas uniquement des vaccins, ne peut pas lutter contre le capital risque de Boston ou de la Silicon Valley. Donc si on veut que nos fabricants de vaccins remportent la bataille, il va falloir qu'on respecte un peu plus la science génétique en France, il va falloir qu'on respecte les savants français, il va falloir qu'on donne plus d'argent à la science et qu'on paie davantage les chercheurs. En matière de génétique, je me permets de rappeler qu'en 2012, quand Emmanuel Charpentier, l'un des plus grands savants du XXIe siècle, qui a inventé les ciseaux à ADN et qui a eu le prix Nobel il y a quelques mois pour cela, quand elle a voulu rentrer en France, parce qu'elle a fait toute sa carrière à l'étranger, on ne lui a jamais proposé de poste correct en France. Quand elle a voulu rentrer en France pour se rapprocher de ses parents qui étaient âgés et malades, le gouvernement et l'Institut Pasteur l'ont envoyé balader, ne lui ont pas offert de poste. L'un des plus grands savants du siècle s'est vu refuser un poste de chercheur en France. Elle qui est spécialisée justement sur les technologies d'ADN et d'ARN. C'est honteux. Donc si nous faisons partir nos grands savants, si nous les payons au lance-pierre, et si on a des politiques qui ne cessent de critiquer la science matin, midi et soir,
nous allons perdre toutes les batailles technologiques. Je vous rappelle que Anne Hidalgo, la maire de Paris, a quand même interdit les antennes 5G à Paris. Paris est la seule capitale au monde où la 5G est interdite. Parce que Anne Hidalgo, comme Mélenchon, qui étaient des gens pro-science il y a 15 ans, sont devenus, pour faire plaisir aux écologistes et pour avoir les voix vertes, sont devenus anti-science. Est-ce qu'on imagine, au moment où la Chine développe la 6G, que les antennes 5G soient interdites à Paris? Anne Hidalgo devrait avoir honte de briser l'avenir technologique de la ville de Paris. Tout ça pour faire plaisir à quelques collapsologues verts de Saint-Germain-des-Prés. Donc, nous devons tirer plusieurs enseignements de cette crise. Il faut être plus réactif. L'Europe doit modifier sa gouvernance et la France doit cesser de cracher à la gueule des savants et à la gueule de la technologie. En 1900, un tiers des brevets technologiques et scientifiques sur Terre étaient déposés en France. Un tiers. C'est l'époque où la France vénérait ses savants, les respectait, les panthéonisait. Aujourd'hui, nous ne respectons plus nos chercheurs. Nous les faisons partir. Et quand ils veulent rentrer, comme Emmanuel Charpentier, on leur fait un bras d'honneur. Le gouvernement qui a chassé Emmanuel Charpentier devrait avoir honte. Ce n'est pas le gouvernement actuel, hein, c'était en 2012. Les gens qui ont fait ça devraient avoir honte. Mais c'est en fait le témoin d'une époque où, pour faire plaisir aux écologistes, on accepte d'euthanasier la science française et les savants français. Qu'est-ce que vous pensez d'une autre généticienne, Alexandra Henrion-Caude? On ne tire pas sur une ambulance et l'INSERM a désavoué Alexandra, que je connais bien. Donc, comme je la connais personnellement, je ne porterai pas de jugement. Je suis comme la majeure partie de son entourage, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, lui tendre une main pour la ramener à la raison. Je ne comprends pas. Ses tweets sont de plus en plus invraisemblables. Elle décrit la vaccination comme quelque chose de mortel destiné à rendre malades les populations, les Français. Je ne comprends pas dans quel cadre intellectuel elle est rentrée. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis comme Axel Kahn, qui a été son directeur de thèse. J'en suis très triste. J'en suis très malheureux et je voudrais comprendre. Axel Kahn a dit des choses très, très tristes hein, sur son ancien élève. Il s'est dit effondré de la voir tenir des propos de nature délirante et complotiste. Et c'est très triste et l'impact d'Alexandra est très fort. On voit beaucoup de gens qui regardent les vidéos d'Alexandra et qui les prennent au premier degré. Et je comprends qu'ils soient affolés parce que le monde qu'elle décrit, qui est un monde monstrueux, où au travers du vaccin, au travers du Covid, on veut asservir les peuples, les rendre malades exprès, c'est un monde affreux. En réalité, Alexandra crée chez les gens le sentiment que les dirigeants sont d'ignobles salopards qui veulent tuer les masses populaires. C'est extrêmement dangereux. Je ne pense pas qu'elle se rende compte à quel point elle fait du mal et à quel point elle panique les gens. J'espère, si je pouvais dire un mot sur Alexandra, j'espère qu'on va la faire sortir de ce délire. J'espère qu'elle va effacer ses tweets. J'espère qu'elle va revenir à la raison et qu'elle va sortir de ce monde affreux, de ce monde cauchemardesque dans lequel elle s'est enfermée et où, entourée de complotistes, parce qu'elle n'est plus entourée aujourd'hui que de complotistes, qu'elle arrivera à trouver la force de sortir de ce monde dans lequel elle s'est enfermée. Mais je pense que ça va être difficile parce que quand on rentre dans un monde de délire complotiste comme ça, on n'est plus entouré de gens normaux. On n'est plus entouré que de gens qui vous confortent dans vos délires. Je ne sais pas très bien. Je suis très, très perturbé. Je ne sais pas très bien ce qu'on peut faire pour Alexandra. Dernière question sur cette crise sanitaire. L'OMS considère que le confinement est un dernier recours quand un pays est en fait dans l'urgence. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position? Et qu'est-ce que vous pensez de l'éventualité d'un troisième confinement en France?
Bien sûr que le confinement est un dernier recours. Si on peut éviter de boucler les gens chez eux, de fermer les restaurants et de laisser les étudiants dans des chambres universitaires de 9 mètres carrés, tout seuls, sans pouvoir aller voir le copain ou leur copine, c'est mieux, évidemment. Ce qui est difficile, c'est que, et que l'opinion ne comprend pas très bien, c'est que si on n'avait pas confiné en mars, alors qu'on était en train d'exploser les compteurs, on aurait rapidement eu 15-20 000 personnes en réa, et le système aurait complètement craqué. On avait 250 000 à 500 000 personnes contaminées chaque jour quand on a lancé le confinement en mars 2020. Est-ce qu'il fallait ne pas confiner pour se taper 200 000 morts et prouver aux anti-confinements qu'ils avaient tort? Bien sûr que non. Donc on a confiné, ce qui permet, puisqu'il n'y a pas eu de catastrophe avec 200 000 morts derrière, aux anti-confinements de dire qu'il était inutile de confiner. Ce d'autant qu'en plus, on voit apparaître une petite musique depuis quelques semaines de gens qui disent « Bon, on n'a qu'à sacrifier les plus de 50 ans, c'est pas si grave d'avoir quelques centaines de milliers de morts, il faut laisser les jeunes, c'est-à-dire les moins de 50 ans, vivre normalement. » Alors, sans les sacrifier, est-ce que la mortalité des moins de 64 ans, c'est 8% des morts du Covid? Oui. Est-ce qu'il ne serait pas logique de confiner, par exemple, plutôt les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire ceux qui ont des comorbidités et les plus âgés, et ainsi de permettre au reste du pays de continuer à vivre? Alors, c'est une question très difficile. Si on considère que la dignité humaine dépend de l'âge et que les vieux n'ont pas la même dignité, on peut effectivement boucler les vieux et considérer que ça n'a pas de conséquences. Mais je rappelle aux gens qui proposent ça qu'un jour, ils auront 50 ans ou 65 ans. Et que de boucler les vieux, ça peut paraître rigolo quand on est jeune, mais c'est beaucoup moins drôle quand on est vieux. Mais est-ce qu'il vaut mieux boucler tout le monde? D'autre part, on a un doute sur la possibilité qu'il y ait des séquelles à long terme. Même chez les jeunes, les Covid guéris, on a peur que dans certains cas, il puisse y avoir des fibroses respiratoires, avec des insuffisances respiratoires, qu'on appelle les insuffisances respiratoires restrictives. Vous savez, c'est les gens qu'on voit dans la rue avec l'oxygène au nez et la petite bouteille d'oxygène avec un espèce de petit caddie. Et donc, on est un peu inquiet pour les séquelles de Covid long chez les jeunes, même chez les jeunes qui font des Covid légers. Par ailleurs, on voit au scanner des choses pas très belles, même chez les jeunes. Et on a peur qu'il y ait des formes cérébrales chroniques du Covid. Il y a même des études, alors il faudrait les confirmer parce que ce sont des petites études, il y a même des études qui montrent qu'on voit des baisses de quotient intellectuel chez les gens qui ont eu le Covid. Donc l'idée selon laquelle on peut multiplier le Covid chez les jeunes et qu'il n'y aura pas de conséquences me paraît un peu hâtive, un peu expéditive. Moi, personnellement, je veille à éviter que mes enfants attrapent le Covid, même si je sais que les formes aiguës du Covid sont moins graves chez les enfants, parce que j'ai un doute, personnellement, en tant que médecin, en tant que scientifique, j'ai un doute sur la possibilité qu'il y ait des séquelles à moyen terme des Covid, même légers. Donc c'est un arbitrage difficile, plus compliqué qu'il y paraît. Et on n'a bien évidemment pas la réponse, mais on aura la réponse dans 5 ans, et les gens diront, ben, vous avez bien vu, vous voyez, voilà ce qu'il fallait faire. Mais là encore, ils réécriront l'histoire après la bataille, ce qui est très 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 facile. Alors le secret d'une recherche scientifique dynamique, à votre avis, c'est l'État, comme en Chine? C'est le privé ou c'est une sorte de mix, comme c'est le cas avec Elon Musk, dont on l'oublie souvent, bénéficie énormément de financement public? Opposer recherche publique et recherche privée, opposer recherche fondamentale et recherche appliquée, c'est puéril. La recherche, c'est du fondamental et de l'appliqué, c'est du privé et c'est du public. Le point fondamental, et c'est ce qui manque à la France de 2021, et l'Europe en général, pour avoir une bonne recherche, c'est l'ambiance. Il faut que les dirigeants aiment les scientifiques, aiment la science, aiment les applications scientifiques. Dans un monde où la maire de Paris interdit la 5G, dans un monde où on crache à la gueule des scientifiques tous les jours et où on les paie au lance-pierre, on ne peut pas avoir de bonne recherche. Quand Antoine Petit, le directeur général du CNRS, nous explique qu'un bac plus 11 spécialisé en intelligence artificielle
gagne moins de 3 000 euros bruts par mois, alors que chez Google, on va lui donner des centaines de milliers de dollars par an s'il est bon, eh bien, on a une équation impossible. La France doit investir plus dans la recherche. La France a été écrabouillée en recherche par la Corée du Sud. La France investit 2,21% de sa richesse nationale en recherche et la Corée du Sud presque 5%. Donc la France ne dépense pas assez en recherche. Elle ne cesse de cracher sur la recherche. Elle détruit ses filières technologiques les unes après les autres. Et elle ne respecte pas médiatiquement et politiquement ses savants. Et les gens qui aimaient la science comme Mélenchon deviennent anti-science. La plus grande désillusion que j'ai eue, je ne suis pas mélenchoniste, je suis un libéral, mais c'est de voir Mélenchon qui aimait tant la science devenir anti-science. De voir Mélenchon cracher sur la 5G et sur les vaccins ARN. En 2021, ça m'a démoralisé. Même les politiciens les plus pro-scientifiques sont devenus aujourd'hui des collapsologues archaïques. Mélenchon est devenu sur le plan scientifique aussi con que les curés du XVe siècle. C'est à pleurer. Pour un libre penseur comme il l'est, je trouve que c'est une fin de carrière absolument désespérante. Et je pense que les scientifiques, les chercheurs, les savants qui sont à la France insoumise doivent être malheureux de voir que la France insoumise est devenue racialiste et anti-science. C'est assez triste. Donc voilà, le point le plus important au-delà de l'argent, c'est d'aimer ses savants. La France doit aimer ses savants comme en 1900. Sinon, elle sera un pays sous-développé. Il n'y a aucune raison que les savants restent en France. Il n'y a aucune raison que les savants travaillent bien si on leur crache à la gueule matin, midi et soir. On ne peut plus tenir le discours complètement con sur les OGM qu'on tient. On ne peut pas tenir le discours sur l'électronique qu'on tient. On ne peut pas s'opposer à toutes les technologies comme on le fait, sans conséquence. On a même vu dans Libération une pétition exigeant que Thomas Pesquet n'aille plus dans l'espace et qu'on arrête les vols spatiaux et que la France tue Ariane. C'est à pleurer de tristesse. Donc la France a perdu son industrie électronique, elle est totalement absente des plateformes Internet, elle est totalement absente des technologies, des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, etc. Elle est absente, quasiment absente en génétique, elle a complètement perdu la bataille des technologies végétales parce qu'elle est devenue contre les OGM pour des raisons totalement absurdes et débiles qui sont moyenâgeuses et obscurantistes. Elle a failli perdre la filière spatiale et Ariane a été sauvée par Stéphane Israël, mais Ariane était en train de crever face à SpaceX d'Elon Musk. Dans l'ensemble des filières technologiques, la France en particulier et l'Europe en général sont en train de couler. Maintenant, il faut réorienter le bateau vite. On n'a plus beaucoup de temps devant nous et nous devons mettre les politiciens pourris qui aimaient la science jadis et qui aujourd'hui ne cessent de critiquer la science devant leurs responsabilités. Ils sont en train de faire de la France un pays sous-développé à l'horizon de la fin du siècle. Nous ne pouvons pas perdre les batailles technologiques les unes après les autres. Il faut sauver la science pour sauver l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Si demain la France devient un pays qui ne fabrique que des choses low-tech, ça va être terrible pour le pouvoir d'achat et pour la vie de nos enfants qui vont vivre des lendemains qui déchantent. Donc voilà, je crois qu'il y a une reconquête des Français en faveur de la science qui doit être menée aujourd'hui tambour battant. Et il y a un combat politique à mener et les gens comme Hidalgo et comme Mélenchon doivent être combattus par tous les gens responsables qui veulent défendre l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Bloquer la technologie en 2021, c'est faire de la France le Zimbabwe de 2080. Est-ce qu'il ne nous manque pas aussi la volonté de puissance, l'ambition? Est-ce qu'on n'est pas une Europe en déclin qui ne croit plus en elle-même, tout simplement? C'est un euphémisme. Mais l'essentiel de notre manque d'ambition est dans notre refus de la technologie. Si on aimait la science, notre recul technologique ne serait pas ce qu'il est. La réalité, c'est qu'on est en train de perdre la bataille militaire,
l'Europe n'investit pas dans la défense et elle va être de plus en plus dépendante du parapluie de l'OTAN. La France ne peut pas assurer la défense de toute l'Europe dans le cadre actuel, elle n'est plus suffisamment riche. Et donc demain, le lien entre géopolitique et technologie va devenir de plus en plus fort. D'abord parce que l'essentiel de la guerre est une guerre technologique et une cyberguerre. Les fantassins seront en 2050 moins importants que la cyberdéfense. Et donc un pays technologiquement en déclin, un continent technologiquement en déclin ne pourra pas se défendre. Donc géopolitique va de plus en plus être égale à technologie dans les décennies qui viennent. Dans une économie de la connaissance, on va avoir une fusion partielle de la géopolitique, de la défense et de la technologie. Alors, j'aimerais vous poser aussi une question au sujet des tests ADN du type MyHeritage, qui proposent de dévoiler les origines génétiques. Est-ce que ce n'est pas inquiétant? Est-ce qu'il faut se méfier de l'utilisation des données? Mais est-ce que surtout, ce n'est pas la voie ouverte à une forme de nouveau racialisme? Ah, je pense le contraire. Le principal leader raciste aux États-Unis a en direct été confronté à son test ADN. Et il a des origines noires. Je trouve que c'est une leçon pour les racistes extraordinaires de voir l'importance de nos métissages. N'oublions pas que nos ancêtres en Europe étaient noirs. L'analyse ADN des chasseurs-cueilleurs européens montrait qu'ils étaient noirs avec les yeux verts. Donc je trouve au contraire que pour montrer l'unité du monde, les tests ADN sont extraordinaires et ne sont pas la porte ouverte vers un nouveau racialisme, mais au contraire vers la démonstration que notre métissage a toujours été extrêmement fort. Quand vous prenez le cas du territoire gaulois, vous voyez le nombre de remplacements de métissage génétique depuis 40 000 ans, c'est absolument fascinant. Un premier métissage il y a entre 10 000 et 8 000 années, un deuxième vers 4-5 000 avec un deuxième peuplement venant d'Asie, des modifications génétiques extrêmement complexes à l'époque celtique, que l'on commence à très bien comprendre parce qu'on séquence de plus en plus de tombes celtes. Le brassage que l'on connaît à l'époque des grandes invasions, c'est fascinant, c'est extraordinaire. Les tests ADN nous permettent de mieux comprendre notre histoire collective, mais aussi notre histoire individuelle. De voir d'où nous venons est quelque chose de fascinant. Tous les amis que j'ai et qui ont fait ce type de test ont été fascinés de voir les origines qu'ils n'imaginaient pas. Parfois liées à des adultères qu'ils ont découverts dans les familles. Un homme politique français que je ne citerai pas a découvert qu'il y avait dans sa famille, de façon certaine, un adultère, puisqu'il y a une origine génétique prouvée de façon formelle dans son test ADN, qui correspond à une infidélité secrète famille qu'il a par la suite élucidée, mais on lui avait caché jusqu'à son âge relativement avancé. En termes d'inquiétude, je pensais par exemple à l'affaire Elizabeth Warren et au fait par exemple qu'aux États-Unis aujourd'hui, les gens vont faire des tests ADN pour prouver qu'ils sont en fait issus de minorités et rentrer ainsi plus facilement dans les universités ou avec des avantages. Est-ce que ce n'est pas une dérive un peu inquiétante tout de même? Bien sûr. Globalement, notre analyse ADN montre l'extrême métissage de l'espèce humaine, confirmé par nos ressemblances génétiques très fortes. Ce qui ne veut pas dire identité totale, mais notre très fort métissage. Après, que des gens dans l'ambiance américaine de la woke culture utilisent les tests pour pouvoir avoir les points de la discrimination positive aux États-Unis, c'est inévitable et c'est franchement dégoûtant. Mais vous savez que les hispaniques et les noirs ont aux États-Unis des points supplémentaires à l'université, tandis qu'il y a des points négatifs, un petit peu pour les blancs, mais surtout pour les asiatiques. Mais là, c'est la dérive américaine. C'est la rencontre d'une technologie, l'ADN, plutôt positive pour montrer l'unicité de l'espèce humaine, qui est dévoyée du fait de la folie de la woke culture. Justement, quelle est l'idéologie qui vous inquiète le plus pour les années à venir? Cette woke culture qui commence à infuser en France? Moi, franchement, ces thèses racialistes,
me donne envie de dégueuler. C'est-à-dire de voir au moment où la France profonde était moins raciste que jamais, dans un pays où les mariages mixtes ont toujours été importants, de voir des gens interdire des réunions syndicales, étudiantes, aux hommes, aux hétéros, aux blancs, aux chrétiens et aux juifs, pour faire des réunions réservées aux musulmans, aux noirs, aux arabes, ça me dégoûte. Je le dis franchement, c'est dégueulasse, et on est d'une indulgence absolument coupable avec ce communautarisme déconnant qui est un cancer pour la société française. Non aux réunions racisées, non aux réunions réservées à telle religion, non aux réunions réservées à tel sous-groupe. Tout ceci est dégoûtant et mortifère. Oui à une France plurielle, oui à une France d'échange, et les réunions interdites aux Blancs et interdites aux chrétiens, c'est dégueulasse, c'est aussi dégueulasse que le contraire. Je n'accepterai pas le contraire et je ne vais pas accepter non plus dans ce sens-là. Mais l'idée qu'avait la gauche caviar que le monde arabo-musulman et le monde noir n'étaient pas racistes était une idée raciste. L'idée que seuls les blancs allaient être racistes et que les noirs allaient être universalistes est une idée complètement conne. Le Rwanda nous l'a montré. On a même des combats ethniques intra-raciaux d'une violence inouïe, mais pas plus violents que la guerre de 14 entre les Allemands et les Français, qui à l'époque étaient qualifiés par les historiens comme deux races différentes. Les batailles entre la France et l'Allemagne ont été qualifiées par les historiens de batailles entre races, de même nature que la bataille entre les Tutsis et les Hutus dans le Rwanda des années 90. Alors, vous venez de publier, en 2020, un livre qui s'intitule « Jouissez jeunesse ». Est-ce que vous ne regrettez pas le titre, étant donné la morosité ambiante? Alors, je ne le regrette pas, et si je devais le réécrire, je réécrirais toujours « Jouissez jeunesse ». Donc oui, c'est un message d'espoir, montrer que le passé n'était pas rigolo. Hein, je raconte par exemple la vie de Louis XIV. Et j'explique qu'un ouvrier d'aujourd'hui vit mieux que Louis XIV. On a le dossier médical de Louis XIV parce que ses médecins écrivaient une page chaque jour. Et donc on a perdu 2 années, mais sinon on a son état médical sur l'ensemble de sa vie. C'est horrible ce qu'il a vécu. Il a été malade tout le temps. Louis XV, pareil. Son père Louis XIII est mort d'une maladie de Crohn dans des conditions absolument atroces. Même les rois étaient très malades. La variole, aujourd'hui éradiquée sur Terre par la vaccination, a fait des ravages dans la famille de Louis XIV. Une bonne partie de ses enfants et petits-enfants sont morts de la variole. Il souffrait toute la journée. Un ouvrier d'aujourd'hui, avec la médecine moderne et la sécurité sociale et la chirurgie moderne, a une vie beaucoup plus drôle. Hein. Pour ne prendre qu'un exemple, la fistule anale de Louis XIV a été opérée pendant une opération de 4 heures, sans anesthésie, avec les domestiques de Louis XIV qui le tenaient pour qu'il ne bouge pas. Et on l'entendait hurler à l'autre bout du château de Versailles. Et il a eu 12 opérations sur sa fistule anale, 12 opérations de 3 à 4 heures chacune. Je ne sais pas très bien qui supporterait ça aujourd'hui. C'était avant l'anesthésie générale. Et on pourrait multiplier les exemples de l'horreur qu'était le passé. Hein. Il ne faut pas oublier qu'une lumière, une petite ampoule aujourd'hui, a la puissance de 100 bougies à la cour de Louis XIV. C'est-à-dire on vivait dans le noir, malgré des milliers de bougies à Versailles. Le vin gelait à la table du roi, et ce n'est pas une plaisanterie, il gelait à la table du roi. Bref, le passé était tout sauf rigolo, et pour ne prendre qu'un exemple, jusqu'en 1888, quand on avait l'appendicite, on n'appelait pas le médecin, on appelait le confesseur, le curé et le croque-mort, parce qu'il y avait 100% de mortalité.
parce qu'on ne savait pas opérer l'appendicite. Il a fallu attendre la mise au point en 1888 à Lausanne par Charles Kraft de l'appendicectomie. Et les gens comme moi, j'ai eu une appendicite à 15 ans, je ne serais pas là si j'étais né avant 1888. On m'aurait enterré de mon appendicite. Donc, je rappelle qu'il y a 3 siècles, l'espérance de vie à Paris était de 25 ans. En prenant en compte la mortalité infantile. Mais la mortalité des enfants n'est juvénile. pas moins importante que la mortalité des vieillards. Bien Et sûr. de mourir de la variole à 7 ans, ou à 12 ans, ou à 14 ans, ou de mourir de la diphtérie c'est encore pire que de mourir du scorbut à 60 ans. Donc, de dire une partie importante est liée à la mortalité infantile est injuste, parce que la mort des enfants me paraît aussi importante que la mort des vieillards. Tout à fait. C'est simplement pour dire qu'une fois que les enfants avaient atteint l'âge à peu près une vingtaine d'années, après post-adolescent, disons, l'espérance de vie était relativement proche de ce qu'on a pu connaître au début du siècle. D'abord, ça n'est pas vrai. Au début du siècle. D'abord, ça n'est pas vrai. Ah oui, par rapport à aujourd'hui, ça n'est pas vrai. Par rapport à aujourd'hui, non. Quand vous étiez sur un champ de bataille, encore sous Napoléon, quand vous aviez une balle dans la jambe, on vous amputait préventivement parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques et donc on ne voulait pas que vous ayez une gangrène de la jambe. Et l'espérance de vie sur les champs de bataille napoléoniens, elle n'était pas très bonne. D'ailleurs, il y a eu une chute très forte de l'espérance de vie sous Napoléon. L'espérance de vie était autour de 40 ans, mais il y a une chute très forte à cause des guerres napoléoniennes. Et à l'époque encore, on avait une mortalité très forte à 30, 40, 50 ans. D'ailleurs, l'empereur lui-même est mort jeune. On oublie de le dire, mais Napoléon est mort à 50, 52, 53 ans. Napoléon est mort dans un état épouvantable. Il était très abîmé, Napoléon. D'ailleurs, les gens qui étaient à Sainte-Hélène en témoignaient. Il était en déclin physique, il n'y avait pas de médicaments à l'époque, et il est mort d'une maladie relativement banale. On pense que c'était une péritonite ou un cancer de l'estomac qui aujourd'hui se traite en une demi-heure. Vous avez retiré sur votre compte Twitter le hashtag anti-Greta Thunberg. Est-ce que vous êtes devenu collapsologue? Non, mais Greta n'est plus le sujet. Elle est retournée à l'école. C'est maintenant une jeune adulte qui doit récupérer, sortir de la folie médiatique dans laquelle elle est entrée, qui doit se requinquer un petit peu, qui doit traiter ses difficultés psychologiques que sa maman a rendues publiques. Et à l'époque où sa maman avait donné son dossier médical dans son livre, j'avais dit que c'était scandaleux et que j'étais personnellement favorable à l'interdiction et à la pénalisation de la publicité faite sur le dossier médical de ses enfants. Je pense d'ailleurs que sa mère, qui voulait la rendre plus célèbre, ne s'est même pas rendu compte du mal qu'elle lui a fait. Parce qu'elle a énuméré très précisément toutes les maladies psychiatriques nombreuses de sa fille. Or, pour la vie future de sa fille, vis-à-vis des employeurs, vis-à-vis d'un éventuel copain, de voir toutes les pathologies qu'a eu Greta, pathologies graves, c'est pas très engageant. Donc je pense que le non-respect du secret médical par les parents, que ce soit par connerie ou que ce soit par militantisme politique, pour avoir un accès plus fort aux médias, est dégoûtant. Et je pense qu'on doit condamner les parents, comme les parents de Greta Thunberg, qui mettent le dossier de leurs parents dans les livres, le dossier de leurs enfants dans les livres. Donc voilà, donc je me félicite qu'elle se repose un peu. On a récemment vu qu'elle est manipulée par des officines, puisque à 2 reprises, par une erreur informatique, on a vu que ce n'est pas elle qui gérait son compte Facebook, mais son papa. Et là, on a vu les instructions qu'on lui donnait sur Twitter et l'ordre des tweets qu'elle devait faire. Donc il y a encore des communicants qui manipulent cette jeune adulte. C'est une opération marketing très réussie. D'ailleurs, assez intéressante, parce que on a pu voir il y a quelques mois l'article qu'elle avait écrit expliquant que le réchauffement climatique était lié à l'homme blanc colonialiste et raciste. On voit le lien avec la woke culture. C'est le méchant raciste blanc qui est responsable de tous les malheurs de la planète. Elle a été contaminée par les gauchistes nord-américains, comme en témoignent ces derniers articles, et ce qu'on a découvert sur les réseaux sociaux. Vous pensez qu'il y a crise environnementale, mais que la solution sera dans les nouvelles technologies, dans la science.
Et donc, on pourra ainsi éviter les catastrophes. Alors je pense qu'il y a bien évidemment des problèmes environnementaux et une Terre qui va avoir 10 à 12 milliards d'habitants en 2100 est fragile, est un moteur fragile, bien sûr. Mais je pense que tout n'est pas noir. On a vu tout à l'heure que la biodiversité, par exemple sur les grands mammifères, s'améliore en Europe. Il y a plus d'ours en France, plus de lynx, plus de loups qu'il y en avait il y a 30 ans. Il y avait 0 loup en France en 1990. On ne sait plus quoi en faire. Et d'ailleurs, de nombreux écologistes, dont José Bové, réclament qu'on extermine le loup en France. Puis après, on crie biodiversité aux deux magots. Mais en tout cas, les écologistes à la campagne réclament qu'on extermine les loups. Ce qui me révulse un peu parce que je suis un défenseur des grands mammifères et je défends depuis toujours la sauvegarde des loups en France. Peut-être aussi parce que je ne suis pas éleveur. Et si j'avais des moutons dans les Alpes, je serais peut-être, je le reconnais, moins pro-loup. Mais ce qu'on voit, c'est que on met de côté, c'est pour ça que je parlais d'Orwell tout à l'heure, on met de côté tout ce qui va mieux en matière environnementale. Et on cache, comme on le disait tout à l'heure, le fait que l'atmosphère n'a jamais été aussi pure à Paris depuis le Moyen-Âge. Et que les métaux lourds, le plomb dans l'air, le SO2, les suies, les éléments du smog ont été divisés par 1000 dans l'air de Paris depuis ma naissance. Vous avez des pronostics pour 2022? Les élections présidentielles? Écoutez, il y a deux écoles. Il y a celle qui dit que c'est déjà plié et qu'on aura un duel Marine Le Pen-Macron et que Macron gagnera au finish à la fin. Et puis il y a l'école qui dit qu'une surprise comme on a eu avec l'émergence subite de Macron peut recommencer. Je ne vais pas faire de pronostic. Franchement, je n'en sais rien. Et de toute façon, je suis à peu près certain de me tromper. Donc il vaut mieux que je ne fasse pas de pronostic. Vous avez créé une forme de polémique parce que vous avez été échangé avec Marine Le Pen, Jordan Bardella ou Marion Maréchal. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de cette droite nationale? D'abord, moi je vais parler avec tout le monde. Je suis bien allé à de nombreuses reprises parler à la Manif pour tous et les convaincre qu'ils avaient tort et que le mariage gay est un droit fondamental et que la PMA pour tous est un droit fondamental. Donc je vais parler même chez les gens dont je ne partage pas les opinions politiques. Alors moi, ce qui me frappe dans l'évolution de la droite nationale, c'est la cassure qui s'est faite entre une droite nationale qui veut gouverner, le RN, et puis une droite nationale qui, en flattant les complotistes, s'est éloigné du pouvoir. Si on regarde par rapport à ce qui s'est passé depuis un an, alors le Rassemblement national a émis des doutes sur la politique qui a été menée par le gouvernement, mais le RN n'a jamais flatté les complotistes, n'a jamais défendu les théories complotistes délirantes sur le Covid, sur les vaccins, même s'il y a pu avoir des critiques de la politique gouvernementale. À part quelques seconds couteaux comme Olivier Montel, il n'y a jamais eu d'adhésion aux théories sulfureuses sur le Covid. À l'opposé, on a Florian Philippot, on a Nicolas Dupont-Aignan et on a Asselineau, qui eux ont flatté les complotistes. On racontait des horreurs sur les vaccins ARN, on racontait des horreurs sur les complots internationaux pour cacher l'extrême efficacité de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, etc., etc. Et donc il y a vraiment eu une cassure. Le RN n'est pas rentré dans les théories du complot sur le Covid, alors que Dupont-Aignan, Philippot et Asselineau sont tombés en plein dedans et ont d'ailleurs récupéré une très large partie de l'électorat complotiste, qui est un vivier électoral très très important en ce début 2021. La crise sanitaire, ça a été le grand retour de la souveraineté. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que la souveraineté a des limites. Si on ferme les frontières, on n'aura pas de vaccin à ARN, parce qu'il n'y a aucun vaccin à ARN produit en France. Donc si on veut être souverain, il faut accepter les conséquences de la souveraineté. Donc fini Google, fini Facebook, fini les iPhones, fini l'électronique, il n'y a pas d'usine significative de microprocesseurs en France,
Fini les vaccins ARN, fini les médicaments innovants, etc., etc. Aucun pays de la taille de la France ne peut être autosuffisant dans toutes les technologies. Donc si on ferme les frontières, bien évidemment, nous devons accepter de vivre avec la technologie des années 50, des années 60. Donc la souveraineté et la réindustrialisation de la France, bien sûr, mais dans un cadre ouvert, parce qu'il est impossible à la France d'être présente dans toutes les technologies simultanément et de fabriquer la totalité d'un Airbus, la totalité d'une fusée Ariane ou la totalité d'un microprocesseur. Quel est le cadre aujourd'hui le plus favorable, à votre avis, justement, dans le monde, de pays qui sait avoir cette mesure entre souveraineté et ouverture des frontières? La Corée du Sud, et Taïwan, de par leurs investissements massifs dans la technologie. Aujourd'hui, le pays leader en matière de microprocesseurs, ça n'est pas les États-Unis, ça n'est plus les États-Unis. C'est Taïwan et la Corée du Sud. Taïwan a investi dans la dernière génération des microprocesseurs gravés en 3 nanomètres, c'est-à-dire 3 milliardièmes de mètre, a investi 25 milliards. 25 milliards. Donc, les pays d'Asie ont montré qu'on pouvait être de taille relativement limitée et être présent et fort dans certaines des industries du futur. Mais bien évidemment, ils ne fabriquent pas tout. Ils importent des composants, ils importent des machines. Ce sont des économies qui restent ouvertes. Si vous aviez un message fort pour la jeunesse de ce pays, quel serait-il? Jouissez jeunesse. Et puis, dernière question, ou plutôt avant-dernière. Vous croyez sincèrement... Je voudrais rajouter sur la jeunesse. Évidemment qu'il y a ces casse-couilles quand on a 20 ans d'être dans sa résidence universitaire en 2021, après un an de limitation de liberté. Évidemment que c'est pas rigolo. Mais je demande à la jeunesse de regarder l'histoire. En 1980, les gamins étaient paniqués à l'idée de mourir quand ils baisaient. L'espérance de vie des sidéens était de 11 mois. On déclarait un sida en janvier, en moyenne, on ne voyait pas Noël. C'est pas rigolo pour la jeune génération des années 80 d'avoir peur chaque fois qu'on baise. C'est pas rigolo. C'était ma génération. 1960, la France envoyait 1,5 million de jeunes du contingent dans les Aurès, et il y en a 60 000 qui sont parvenus, et un certain nombre, les couilles mises dans la bouche par l'armée de libération algérienne. Ce qui ne légitime pas, non, pas du tout les horreurs qui ont pu être faites de l'autre côté. 1940, la Shoah, le rationnement, les camps, la guerre, les stalags. Et 1920, la jeunesse avait des dizaines de gueules cassées et sortait d'une guerre 14-18 où 1 500 000 gamins étaient morts. Et où énormément, on voit très bien ça dans le film Au revoir là-haut, où plein de gamins étaient estropiés. Les gueules cassées, c'est resté dans la mémoire. Hein, c'est-à-dire, ça a été le début de la chirurgie esthétique réparatrice, avec des opérations extraordinaires. Enfin, le rendu restait limité. On avait quand même intérêt à mettre un masque, même après 10, 15 ou 20 opérations, pour restaurer un semblant de visage. Donc, oui, c'est pas rigolo. Mais franchement, c'est plus rigolo, quand on est jeune, de vivre en 2021, malgré le confinement, que d'être en 42 et de s'appeler Salomon. Quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir à 20 ans, Laurent Alexandre? Aucun. Et je pense que moins on donne de conseils aux jeunes, mieux ils se portent. Et soit, à titre personnel, de moins donner de conseils aux jeunes, ça évite de devenir trop vite vieux con. On devient tous vieux cons quand on devient vieux, et moi j'ai plus de 60 ans, donc je deviens chaque jour davantage un vieux con, par construction. Mais je pense qu'on ralentit le processus par lequel on devient inévitablement vieux con quand on admet qu'on n'a pas de conseils à donner aux jeunes. Sauf des mauvais conseils, parce que, par définition, on ne peut pas juger la génération qui vient et on ne peut pas l'aiguiller. Et si on essaie de l'aiguiller, on l'amènera forcément dans une impasse. Eh bien, merci Laurent Alexandre. Merci pour cet entretien passionnant. Merci d'avoir accepté cette invitation sur Livre Noir.
À vous tous qui nous avez suivis, vous pourrez nous retrouver chaque dimanche à 18 h sur la chaîne YouTube de Livre Noir. Nous sommes un nouveau média indépendant, vous le savez, nous sommes indépendants des entreprises, nous sommes indépendants des partis politiques et cette indépendance a un coût. Alors si vous voulez nous aider, abonnez-vous bien sûr, cliquez sur la petite cloche pour vous tenir informé des prochains entretiens et puis contribuez financièrement sur notre lien Tipeee en description de cette vidéo. Rendez-vous dimanche prochain, suivez-nous sur les réseaux sociaux et dès vendredi, vous aurez le nom de notre prochain invité. Excellente soirée, très bon dimanche soir et à bientôt.